Convaincu que l'entrepreneuriat social et solidaire est l'une des façons les plus efficaces pour développer des solutions concrètes face à l'urgence des défis sociaux, écologiques et sociétaux, la Massif, assureur mutualiste, soutient le podcast Changer la norme. Et oui, la Massif fait le pari d'un monde plus solidaire, plus responsable, le pari d'une économie positive grâce à notre mobilisation et celle des acteurs du changement. Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Les hommes occupent 70% des métiers du numérique. Selon l'Observatoire des diversités du numérique, une femme de quartier prioritaire est 5,7 fois moins encline qu'un homme à chercher un emploi dans ce secteur dont les métiers sont pourtant en tension. Permettre aux femmes vivant dans les quartiers prioritaires de trouver des emplois stables et rémunérateurs, répondre à cette demande d'emploi croissante, diversifier le recrutement des entreprises, avec Décodeuse, Swad Boutegrabé remplit ce triple objectif. Je m'appelle Flavie Després, j'ai cofondé et je dirige Care News, le média des acteurs de l'engagement. Depuis 4 ans, je reçois dans ce podcast celles et ceux qui entreprennent pour changer la norme. Ils racontent à ce micro, sans langue de bois, leurs engagements et leurs convictions, leurs histoires personnelles et celles de leurs projets, leurs doutes et leurs difficultés, leurs réussites et leurs soutiens. Ils ont un point commun, faire de l'humain, de la société et de la planète des priorités et les placer avant le profit. Comment finance-t-on la formation et l'insertion des femmes ? Faut-il et comment monitorer son impact ? De la gestion de patrimoine à l'entrepreneuriat social, il y a un monde. D'où est venu l'intérêt de Swad pour le code ? Comment a-t-elle réalisé que la programmation pouvait être un outil de réussite pour les femmes des quartiers prioritaires ? Existe-t-il des codes et des astuces pour devenir entrepreneur ? Elle me raconte son histoire et celle de son association dans cet épisode. Bonjour Swad. Bonjour. Tu vas bien ? Super. Ah bon, je suis contente de te recevoir aujourd'hui dans Changer la norme. On va parler de toi. On va parler des décodeuses. Est-ce que tu peux me dire qui tu es, Swad ? Merci de cette invitation. Moi aussi, je suis super contente d'être là. Qui je suis ? Je suis une femme qui vient d'un quartier à Orly, qui a grandi avec une maman et 4 sœurs, donc une maison que de femmes, d'où mon combat féministe. Et qui je suis ? Une femme forte, courageuse, optimiste. Et qu'est-ce que tu fais ? Alors, je fais plein de choses. Je suis codeuse d'abord. J'étais la seule codeuse de mon quartier. Ensuite, je suis devenue entrepreneur. Et là, depuis 5 ans, j'ai fondé et je dirige une association qui s'appelle Décodeuse. Ouais, on est là pour parler de décodeuse, mais pour comprendre décodeuse, c'est souvent important, c'est tout le temps important d'avoir le parcours de celles et ceux qui portent les projets. Alors, rapidement, parce que c'est pas ton projet initial, l'entrepreneuriat social, et même le code, il me semble que c'est arrivé un petit peu, pas tard du tout, mais que ça arrivait pas en premier dans ta carrière. Qu'est-ce que tu as fait en tout premier ? J'ai commencé par écouter ma mère, qui voulait absolument qu'on travaille dans un secteur qu'elle considérait comme un secteur élitiste. Donc, j'ai travaillé pour le grand capitalisme. Je travaillais pour une banque pendant une dizaine d'années. Mais ça arrive aux gens très bien. Personne ne va te jeter la pierre. Et en parallèle, en fait, je faisais déjà un peu de code, mais j'ai jamais imaginé que ça pouvait être mon métier. Jusqu'à ce qu'il y ait l'émergence de nouveaux profils, de nouveaux bootcamp, de nouvelles écoles qui proposent des superbes formations. Et en fait, je me suis reconvertie à la programmation assez facilement parce que j'aimais déjà ça. Mais c'était pas de devenir codeuse qui était compliqué, c'était de faire sa place dans l'entreprise qui était vraiment compliqué. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à comment faire ma place, vers qui me tourner, qui étaient mes alliés, comment, moi qui n'y connaissais pas grand-chose à l'univers tech, comment le découvrir, comment l'investir et surtout comment ne pas être seul, parce que c'est cool de traverser un chemin et de se dire qu'on arrive là où on a envie d'aller, mais quand on est seul, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc c'est pour ça que j'ai créé Décodeuse. Alors, juste avant que tu nous racontes Décodeuse, comment toi, tu as connu le code ? Parce qu'entre la banque et le code, bon, si, il y a un lien, mais
C'est pas ta mère donc qui t'a proposé de devenir codeuse? Non, j'ai suivi, en fait, dans ma famille, on est poussé quand même à faire des études, etc. Donc, forcément, on a tout le syndrome de la première de la classe. Et en fait, dans ma famille, il y avait une personne qui était vraiment super forte en code. Et petite, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Je pratiquais un petit peu, mais avec vraiment des... Je ne sais pas si vous avez connu l'Amstrad, Atari. Enfin, c'était les premiers ordi. Et en fait... Ah non, mais alors, moi, tu sais, je suis vraiment pas la bonne personne. Alors, j'aurais pu ne rien dire et hocher la tête, mais pour de vrai, j'y connais rien du tout. Bah, en fait, c'était juste des petits moyens. Mais peut-être que tu as connu MySpace. Ça, c'est oui, quand même... ça, c'est bon. Ça va. Ça, j'ai. Et ben voilà, j'étais à fond avec mes sœurs. On aimait beaucoup découvrir ce qui se passait derrière l'écran, parce que surtout quand tu travailles ou quand tu grandis dans un quartier, souvent tu te sens emprisonné dans un espace qui est assez fermé. Donc l'écran, c'était pour nous un bon moyen de s'évader. Et en fait, ça a commencé comme ça, par suivre les pas de membres dans ma famille qui, eux, connaissaient le code, qui connaissaient la programmation. Donc c'est vraiment par ma famille que j'ai commencé à m'y intéresser. Mais après, la reconversion professionnelle, ça a plus été l'enchaînement de rencontres. Et notamment, ça a été la rencontre d'une personne qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspirée. C'est Kimberly Bryant. C'est une femme qui a créé Black Girls Code aux États-Unis. Et en fait, moi, après mes années de banque, j'ai eu besoin de parcourir un petit peu le monde pour savoir quoi faire. Et c'est à Harlem que j'ai découvert cette petite asso à l'époque qui formait... qui sensibilisait les femmes afro-américaines à investir les STEM, les sciences, les mathématiques, les technologies. Et je suis rentrée, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et on est en quelle année, là ? En fait, en 2014, je pars de la banque, je fais un long voyage dans plusieurs pays et je me reconvertis entre 2014 et 2017. Donc ça prend quand même du temps de se reconvertir, de faire des formations, etc. Et pendant 3 ans, je fais le métier de codeuse avec difficulté. C'est-à-dire que faire sa place quand tu viens pas d'une école d'ingé, quand tu viens pas d'un milieu bourgeois. C'est le réseau, c'est les codes culturels, les codes culturels, réseau, sociaux. Ouais, les codes culturels, le réseau, se valoriser, se sentir légitime, se sentir à la hauteur. Et encore, même si on est forte, même si on sait programmer, même si on sait faire des choses et qu'on voit les résultats sous nos yeux et qu'on est en équipe, et que, au final, on a quand même ce sentiment d'imposteur parce que on n'a pas quand même les mêmes diplômes, on n'a pas le même réseau, on n'a pas les mêmes places dans l'entreprise. Donc, c'est compliqué de se sentir légitime, même encore quand on est codeuse. Et donc, tu avais 3 ans avec donc les difficultés que tu nous partages. Et donc, on sent arriver le déclic, ou du moins le trou dans la raquette que tu as voulu combler en créant ta propre association. Il n'y avait rien de similaire, enfin, tu n'avais pas trouvé un réseau qui, toi, te plaisait ou qui comblait justement tes attentes ? Non, j'étais tout le temps face à soit des personnes qui ne comprenaient pas cette reconversion totale, soit des personnes qui me disaient « Mais attends, est-ce que tu es plutôt junior dans ce que tu fais ? Mais en même temps, tu as quand même 10 ans d'expérience dans une banque, donc tu es quand même un petit peu senior. Tu sais faire des choses, mais en même temps, tu ne viens pas d'une école d'ingé. » En fait, ces difficultés-là, je trouvais quand même que c'était compliqué de trouver des alliés qui t'aident à monter en compétences, qui t'aident à prendre confiance en toi. Je n'ai pas trouvé de communauté de femmes pour m'aider. Je n'ai pas trouvé de communauté de dev française qui accueillait des nouveaux profils. Donc, comme ça n'existait pas... tu l'as créé. Je me suis dit qu'il fallait le faire. Bon, alors du coup, maintenant, on peut parler en long, en large et en travers de Décodeuse. Je veux bien que tu nous racontes les débuts. Moi, j'aime vraiment les débuts. Je ne sais pas si c'est mon côté maso, mais... ou sado, j'en sais rien, mais voilà, moi j'aime les galères, les fausses routes, les débuts dans des garages ou dans des greniers. Alors tu te dis qu'il faut que tu crées ce réseau que tu n'as pas toi-même, que tu n'as pas trouvé, donc tu crées quelque chose que tu aurais aimé rencontrer dans ton parcours. Alors, ouais. Déjà, pourquoi, alors que tu t'étais à peine reconvertie, tu te dis, bah tiens, je vais en plus me coller ça sur le dos, et comment tu fais concrètement ? Parce que je sens bien quand même que ce qui m'attend, c'est des années de pratique, d'avoir la même place et de galérer de mon côté. Enfin, le salariat, ça m'intéressait, mais pour gagner en compétences,
pour apprendre des seniors, mais je sentais quand même que j'étais pas suffisamment considérée et je me suis dit qu'il fallait que je rencontre des femmes ou que je rencontre des profils comme ça, comme moi, qui venaient de se reconvertir. Parce que déjà, ça fait du bien, en fait, de se rencontrer et de discuter des difficultés quand on rencontre les mêmes difficultés, d'avoir sa communauté. J'avais besoin de puiser de la force dans un collectif. Donc ce collectif, en fait, je l'ai créé avant tout pour moi, parce qu'il n'existait pas. Et puis, ce qui a été compliqué dans des codeuses, c'est toutes les étapes. Enfin, moi, je ne connaissais rien du tout à l'entrepreneuriat. Commençons par le début. Tu dis, je veux rencontrer d'autres codeuses, etc. Donc, mais ça, c'est du travail de fourmi, ça. Ça, c'est du travail de fourmi, mais tu as aussi la structuration. C'est que tu as décidé d'en faire... Tu aurais pu te dire, on fait une espèce de réunion, voilà, mais tu as décidé d'en faire une asso, tu as été incubé. Enfin, tu as voulu lui donner une ampleur quand même à ce projet. Déjà, ce qui s'est passé la première année, c'est que je ne savais pas par où commencer. Donc, je fais quelques petites recherches en ligne. Et là, ce qui tombe, c'est les déterminés. Je vois formation à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai démarré une formation à l'entrepreneuriat chez les déterminés. De là, je comprends que il faut faire un certain nombre de rencontres. Comme je sais pas, Moussa le dit souvent, le réseau, c'est super important. Donc, je vais à la rencontre de gens qui sont déjà dans le milieu. Et c'est par ces personnes-là que je commence à comprendre qu'il faut structurer de telle ou telle manière les choses, qu'il faut réunir des personnes pour travailler à plusieurs, qu'il faut... je connaissais déjà les histoires du business plan et compagnie, vu que je travaillais dans une banque, mais en revanche, c'est pas parce que tu sais faire un business plan que tu sais le présenter, ou c'est pas parce que tu sais présenter un business plan que tu vas convaincre des investisseurs. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il fallait que j'apprenne de la part de gens expérimentés, et c'est ce que m'a appris les déterminés au départ. C'est-à-dire que vraiment... Je me suis retrouvée avec plusieurs personnes qui montaient leur projet et montaient à plusieurs son propre projet. C'est de l'intelligence collective et ça m'a beaucoup aidé pour gagner en compétences et en confiance. Mais après, une fois que la formation était terminée, je me suis quand même retrouvée à chercher par moi-même ce qu'il fallait que je fasse après. Tu avais déjà des personnes dans ce réseau ? Enfin, des femmes codeuses dans ce réseau ? Un petit peu, mais même si on a même si on connaît des femmes qui codent, c'est pas pour autant qu'elles veulent s'investir parce que c'est déjà compliqué pour elles. Donc elles peuvent avoir des personnes qui sont disponibles, qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'aider les autres. C'est long à trouver. Mais tu savais déjà qu'il y avait des besoins. À ça, de toute façon, moi j'étais. T'avais un point sur les deux. Chaque fois que j'ai travaillé, il y avait quasiment que des hommes. Et chaque fois qu'il y avait des femmes, elles venaient de profils d'ingénieurs. D'accord. Enfin, elles avaient des profils d'ingénieurs. Donc, c'est pas pareil. Vraiment, c'est très compliqué quand tu fais une reconversion professionnelle. Quand tu n'as pas un diplôme d'ingénieur, c'est compliqué de faire sa place. Tu bénéficies pas de ce réseau-là. Les écoles d'ingé, quand même, ils se connaissent tous, ils se valorisent tous. Ils s'élèvent tous, ils se font la promotion entre eux, ça s'appelle le brogramming. Et nous, on n'a pas ça chez nous. Donc c'est ça que j'ai cherché à créer d'abord. Mais après, pour le structurer, il fallait vraiment comprendre comment financer ce projet. Ouais, c'est la question que j'avais posée, parce que l'idée d'un réseau de femmes codeuses, aujourd'hui, ce qui est des codeuses avec un aspect de formation, tu dois structurer, tu dois trouver des financements. Donc, sans rentrer, t'es pas obligé de nous détailler ton business plan dans toutes les lignes, mais après les déterminer, ou si je comprends bien, tu apprends des bases de structuration et des espèces de to-do d'entrepreneuriat. Quand est-ce que tu décides et comment tu décides aussi au-delà du réseau, en fait, de te lancer dans la formation qui est... c'est un autre degré administratif. Ouais, moi, au départ, pendant 2 ans, je faisais des ateliers de programmation. Okay. Donc, des ateliers d'initiation dans les quartiers. J'ai commencé par le mien. Et puis, petit à petit, il y avait beaucoup d'inscriptions. Et en fait, petit à petit, on a commencé à être plusieurs à proposer des ateliers et à voir que derrière, il y avait des femmes qui s'intéressaient vraiment. Et petit à petit, il y a eu une demande. Oui, pourquoi vous nous initiez, mais c'est quand même frustrant de se dire qu'il faut aller ailleurs pour se former. Pourquoi ne pas former ? Pourquoi ne pas se réunir entre femmes et se former, etc. On se sentirait plus en sécurité, on se sentirait bien, en fait, d'apprendre ensemble. Et on s'est dit, OK, pourquoi pas tenter de former par nous-mêmes, mais
Mais là, c'est plus un réseau de devs, c'est vraiment un organisme de formation. Oui, une école. Et donc là, créer une académie de codeuses, c'est compliqué. Il faut rencontrer les bonnes personnes. Pour rencontrer les bonnes personnes et pour les recruter, il faut trouver des financements. Pour trouver des financements, il faut convaincre. Donc là, pendant quelques temps, j'ai beaucoup pitché. J'allais dans tous les... Je connais ce sentiment. J'allais dans tous les lieux pour pitcher, pour aller chercher des fonds. Mais en même temps, ça, je ne connaissais pas non plus. Parce que tu as pris une forme associative et tu cherchais du coup du mécénat d'entreprise, j'imagine. Ouais, il y avait des dispositifs que je ne connaissais pas. Par exemple, le tout premier dispositif que je ne connaissais pas et qui est top, c'est la place de l'émergence. Je ne savais pas qu'on pouvait aller quelque part, dire voilà, moi j'ai ce projet-là, ça a tel impact social positif autour de moi, faites-moi confiance, misez un peu sur moi et avec cet argent, voilà ce que je vais en faire. Et la place de l'émergence, je me souviens encore, j'étais tellement étonnée de voir que tu pouvais obtenir, en convainquant des gens qui étaient venus écouter des projets, pouvais obtenir 20, 25 000, 30 000 euros. J'étais là, waouh, mais je vais pitcher tous les jours en fait. Mais alors, si ça marchait comme ça, donc tu pitches, tu commences à trouver tes premières subventions, tes premiers mécénats. Et ensuite, tu te structures pour devenir organisme de formation. Et est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de où ça en est aujourd'hui, combien il y a de personnes, avec qui vous travaillez? Ouais. Aujourd'hui, on est 17. On a 4 antennes. On est présent en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en région PACA. Et ça, c'est en 5 ans. Mais ça a demandé beaucoup d'investissement. Ah oui, non, mais le podcast est cruel. Hein. On parle 20 minutes et on va tout résumer. Voilà. Je sais que c'est dur. En fait, on fait des formations à la programmation et à la cybersécurité et bientôt au cloud. En fait, plus on avançait avec des femmes qui voulaient apprendre et qui voulaient exercer un métier générateur de revenus, parce qu'en fait, c'était ça, la première cause d'intérêt pour la formation, c'est ok, c'est bien le code, c'est sympa, mais est-ce qu'on gagne bien notre vie? Et en fait, quand tu viens d'un quartier et que tu n'as pas forcément de diplôme, avoir un métier où tu peux gagner plus de 2 000 euros, c'est énorme pour plein de femmes. Donc, ça a été important pour nous de proposer une formation qui a un équivalent Bac+3, parce que les entreprises, derrière, en fait, elles pouvaient recruter avec des rémunérations qui étaient beaucoup plus importantes que ce à quoi on est habitué quand on n'a pas de qualification, c'est-à-dire le sanitaire et le social, le service. Et puis moi, j'en avais un peu marre aussi qu'on propose tout le temps les mêmes métiers aux femmes sous prétexte qu'elles n'ont pas de qualification, alors que tout le monde peut apprendre à coder. Et les entreprises avec lesquelles tu travailles, parce que j'imagine que tu fais un pont entre le financement, le stage et l'embauche, elles sont ouvertes, demandeuses Les entreprises, elles sont drôles parce qu'en fait, elles disent on veut des profils divers, on veut des femmes, mais en fait, quand tu leur amènes des femmes juniors, elles sont là, ouais, mais quand même, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas suffisamment d'effectifs pour accompagner. Ouais, mais en fait, vous ne pouvez pas crier à la pénurie et ensuite dire on ne veut pas de juniors. Si, en fait, on n'a pas le choix en France aujourd'hui. Il y a 14% de femmes qui exercent le métier de codeuse. Il y a des pénuries dans tous les sens. Alors là, en cybersécurité, c'est même pas la peine. Et donc, en fait, c'est à vous de faire un effort. Parce que c'est vous qui avez besoin de nos services et c'est vous qui avez besoin de nos compétences. Donc maintenant, accompagnez ces femmes. Elles font tout ce qu'il faut. Elles sont super motivées. Et je vous rappelle que apprendre un métier, ça s'apprend en entreprise. Donc, on travaille beaucoup avec les entreprises pour modifier les politiques de recrutement et de ressources humaines parce que ça reste quand même très compliqué de convaincre les ressources humaines, de convaincre les services IT qu'il faut faire confiance à des personnes qui sont motivées et qui ne sont pas diplômées d'école d'ingé. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, mais ça demande des efforts des deux côtés. Si on veut féminiser les équipes IT et proposer un monde numérique qui est beaucoup plus juste et sain, faut qu'il y ait plus de femmes, et donc des profils juniors, puisqu'on n'était pas dans ces filières il y a quelques années. Bon, on sent des réticences et des habitudes à changer, mais c'est quoi les chiffres? Est-ce que ça marche quand même, ne serait-ce qu'un peu? Ah si, par contre, ce qui fait plaisir, c'est pour ça que je suis optimiste, c'est que les entreprises, on sent que c'est pas parce qu'elles n'ont pas le choix qu'elles recrutent des femmes, c'est parce qu'elles sont étonnées des compétences qu'elles ont. On a des retours d'entreprises qui nous disent, mais en fait, on ne pensait pas que c'était possible.
d'avoir des personnes aussi qui s'adaptent aussi facilement, qui sont prêtes à travailler et à apprendre, à continuer d'apprendre, qui s'adaptent aussi facilement à des situations quand même complexes. Et aujourd'hui, les décodeuses, elles sont chez AXA, elles sont chez BNP, elles sont chez Betagouv, elles sont chez Se Loger, chez Le Bon Coin, enfin des startups, des grands groupes, parce qu'elles font tout ce qu'il faut pour y arriver. En 5 ans, tu as formé combien de femmes ? En 5 ans, on a formé 120 femmes et on a sensibilisé 1150 femmes. Donc, nous, on a pris le parti de ne pas former plus de 30 femmes par métier, par an. Parce qu'on ne peut pas dire à des femmes qui ont des difficultés, des freins périphériques, venez en formation et tout ira bien. Non, en fait, il y a des problèmes de garde d'enfants, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de mobilité. Et on ne peut pas s'adresser à un public de quartier en disant on vous propose du standard et c'est à vous de mettre toutes les conditions pour réussir. Non, c'est à nous de nous adapter, c'est aux entreprises de s'adapter, c'est à la société de s'adapter. Et c'est pour ça qu'on est venu changer la norme, en fait. C'est parce qu'on vient pour dire il y a des solutions, mais à tout le monde de faire un effort. Oui, puis c'est un travail de consensus sur la formation de toutes les personnes qui ont fait de la formation, leur entrepreneuriat, qui sont passés dans changer la norme. T'en as pas un qui dit qu'il y a un truc magique où tu mets quelqu'un devant un écran et bim bam, en quelques semaines, c'est réglé. Et c'est quoi le futur de Décodeuse ? Le futur, c'est d'ouvrir plus d'antennes, parce qu'en fait, il y a 1500 quartiers prioritaires. Donc ça veut dire quand même qu'il y a à peu près 5 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on pourrait se dire, ces personnes... on peut leur trouver n'importe quel métier, le principal c'est qu'elles travaillent. Non, parce qu'en fait, on leur propose que des métiers qui sont précaires. Donc si c'est pour leur proposer des métiers où ils gagnent même pas le SMIC, ça sert à rien, on fait pas avancer les femmes. Nous, ce qu'on veut, c'est proposer du numérique parce que c'est des métiers qui sont générateurs de revenus. Et en fait, il y a plein d'entreprises qui recrutent, il y a plein de régions qui ont des gros besoins, mais les gens ne savent pas sourcer. Les écoles aujourd'hui, elles proposent du standard. Et notre solution, c'est de venir dans une région, de venir dans une commune, dans un quartier, d'aller chercher des entreprises qui sont aux alentours, de recruter local, de développer les compétences locales, de créer la passerelle en fait entre ces femmes et les entreprises, et de répondre aussi à l'appel public parce que, évidemment, il y a des besoins partout en France. Et l'objectif, c'est d'être dans plusieurs régions. On a envie vraiment de proposer une solution qui a un espèce de trait d'union entre l'ultra-précarité et l'ultra-valorisation professionnelle. C'est-à-dire que vraiment, on peut, aujourd'hui, en 1 an, faire travailler une femme, lui faire bien gagner sa vie et la sortir de la pauvreté. Et du coup, tu vas devoir encore beaucoup pitcher. Ah, ça, c'est devenu ma spécialité. Je pitch. Mais surtout, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent. Ça, c'est super agréable. Toi, t'as combien de mécènes ? En fait, là, on a sur l'île de France, on a une vingtaine de mécènes. À Lille et à Marseille, on commence à avoir des gros groupes. Donc, on continue là d'aller chercher des grands groupes parce que c'est quand même eux qui ont les moyens d'accompagner. On ne va pas vers les petites entreprises. Oui, parce que les grands groupes, en fait, financent la formation, le stage. Ça coûte combien de former quelqu'un pendant... c'est combien de semaines déjà ? En fait, nous, on fait une formation sur 1 an. Il y a 6 mois de formation pratique et 6 mois de stage pratique. D'accord. Et donc, former quelqu'un pendant 1 an, ça coûte combien ? Ça coûte 10 000 €. Alors, c'est beaucoup, mais ça me semble pas si... Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est beaucoup ou pas. C'est pas beaucoup parce qu'en fait, les demandeurs d'emploi, les personnes... La majorité de notre public, c'est des allocataires de RSA. Donc, t'imagines le gain qu'on fait. Déjà, le gain pour la société et aussi... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une somme que peu de gens peuvent sortir, enfin certainement pas le public qui est formé chez toi, mais que pour une entreprise, c'est pas énorme, alors que le gain, effectivement, de société dans l'absolu et pour eux en termes de recherche de talent est énorme. C'était ça plutôt ma réflexion de c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Ouais, non, c'est pas beaucoup, 10 000 €. Hein. Mais c'est surtout que c'est un investissement à long terme, parce qu'en fait, ce qu'elles veulent, elles, c'est rester dans l'entreprise, évoluer, prendre du leadership, prendre des responsabilités. Or, aujourd'hui, les entreprises, elles connaissent beaucoup de turnover parce que les entreprises ne savent pas conserver, maintenir des employés dans de bonnes conditions. Donc, il y a un travail à faire. Après, on fait aussi un gros travail de négociation salariale parce qu'il est hors de question de se dire... oui, mais comme elles ne viennent pas d'école d'ingé, on peut peut-être les payer un peu moins cher. Elles sont en dessous ? Hors de question.
tu payes la même chose que tu paierais à un étudiant qui sort tout juste d'école d'ingé. Et, c'est logique. On a des compétences similaires. On paye les gens de la même manière. Et ça va, ça passe comme message? Oh ouais, ça passe de plus en plus. Tu vois, comme quoi, quand on ne demande pas, on n'a pas. Je me dis... Non, mais il y a beaucoup de choses sur les RH où tu dis, bon, sur un malentendu, ça peut passer dans un sens comme dans l'autre. En fait, je me dis, les gens qui se disent, on ne va pas les payer pareil, peut-être que jusqu'à temps que quelqu'un leur dise non, en fait, ça marche, quoi. Nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a de plus en plus d'entreprises qui voient les résultats, qui sont satisfaites. Il y a 98% de taux de satisfaction des entreprises. Vraiment, après, nous, on veut pas c'est pas nous qui sommes là à cravacher tous les jours pour prouver qu'on peut faire. C'est elles qui savent faire et nous, on réunit les conditions pour. Mais en entreprise, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont en train de modifier leur politique RH, leur politique de recrutement. Ils essaient d'avoir un recrutement beaucoup plus inclusif et donc d'aller sourcer des profils qu'habituellement, ils n'iraient pas chercher. Donc, il y a des avancées, il y a du progrès. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire. Là, on parle des femmes des quartiers, mais il faut aussi aller chercher les femmes migrantes, les femmes qui sont dans des situations encore plus compliquées. Une prochaine étape. Ah ouais, on a du monde à aider. Oui, ça, malheureusement, ça ne désemplit pas. Alors, Souad, on arrive aux questions finales. Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle dans 5, de 10, dans 20 ans, mais on te réinvitera pour qu'on fasse le point. T'es prête? Quelle est la raison d'être de Décodeuse? C'est que toutes les femmes, quel que soit leur parcours académique, leur parcours social, puissent exercer un métier qui soit générateur de revenus. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Elisabeth Borne. Elle revient souvent. La taxe que tu voudrais inventer ou supprimer? La taxe à supprimer tiens, la taxe à inventer, je l'invente pas. Il faut absolument redistribuer toutes les entreprises du CAC 40. Là, il faut qu'elles distribuent beaucoup plus. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est sois toi-même. T'es le meilleur messager pour convaincre. Et pour pitcher. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme? Renverser l'ordre établi. Merci, Souad. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.